Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast des meilleurs artisans de France, RMC, le podcast fait avec les artisans et pour les artisans. La preuve en est, je m'appelle Mariette et en plus d'animer ce podcast, je suis moi-même menuisière. Au gré des épisodes, ce podcast parcourt les régions pour aller à votre rencontre et il pose aujourd'hui ses micros au Havre grâce aux équipes de l'agence Kiloutou qui nous accueillent pour cet enregistrement et merci à eux. Quand on pense au circuit court, on a facilement en tête l'image du fruit ou du légume qui va directement du producteur au consommateur. Et pour autant, cette démarche, tout comme les pratiques éco-responsables, sont de plus en plus dans l'actualité des professions du bâtiment. Selon Eurostat, en 2021, 20% des matériaux utilisés en France provenaient du recyclage ou du réemploi d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai convié autour de l'établi deux invités parfaitement au fait de ce sujet, Marie-Armelle Olivier et Sébastien Potier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon alors, vos prénoms ne nous indiquent pas vraiment votre fonction. Marie-Armelle, dans quel domaine tu travailles ? Alors moi je travaille pour Valobat, un éco-organisme sur la responsabilité élargie du producteur pour les déchets du bâtiment. Et mon rôle, c'est d'animer sur la région normande tout ce qui est réemploi et collecte des matériaux du bâtiment. D'accord, merci. Et toi Sébastien ? Et moi, je travaille pour Grand Chantier. C'est une association qu'on a créée il y a à peine un an. Et l'idée est de réunir tous les acteurs de la filière du bâtiment et de l'enseignement pour lever les freins autour du réemploi et généraliser les pratiques du réemploi au sein de la filière et sur l'axe Seine. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le réemploi dans le milieu du bâtiment ? Dans le milieu du bâtiment, le réemploi consiste à réutiliser des éléments, des matériaux, des équipements dans leur même fonction. Donc de prendre une porte et de la remettre comme une porte dans un autre bâtiment. On parle aussi à côté du réusage, qui peut être d'utiliser un élément dans un autre usage, mais sans le déconstruire. Enfin, en gros, là, on est sur les étapes ultimes. Avant, c'est ce qui se passe actuellement, on a le recyclage, on a la valorisation, on a l'enfouissement malheureusement. Et là, du coup, Valobat pourra traiter du sujet recyclage. Parce que recyclage. réemploi, réusage, à chaque fois, ce sont des choses qui sont toujours dans un état neuf ou qui ont déjà eu une première vie ? Première vie. D'accord. Sur des produits neufs mais qui n'ont pas été utilisés et qui auraient pu être détruits sans être utilisés, c'est ça ? Exactement, ouais, c'est ça. En fait, quand on vient déconstruire un bâtiment, ou quand on vient réhabiliter un bâtiment, souvent ce qui se passe, c'est que là, actuellement, on a des diags PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, D'accord. qui sont présents dans tout le bâtiment. Et avec ce diag, le propriétaire du bâtiment va pouvoir se faire accompagner par un acteur pour nettoyer son bâtiment, enlever les éléments dont il n'a pas besoin. D'accord. Et là, quand on les enlève, en fait, on va les envoyer vers une destination. Et les destinations, c'est soit se faire enfouir, soit se faire valoriser énergétiquement, ou soit se faire recycler, ou soit se faire réemployer. Et là, l'idée, c'est de se faire réemployer. Parce que si on veut réduire l'empreinte carbone des bâtiments, c'est vraiment de réutiliser dans les chantiers de construction, de réemployer des matériaux au maximum pour réduire l'empreinte en termes de ressources et en termes de carbone. D'accord. C'est là où effectivement Valobat va accompagner les acteurs puisqu'on vient accompagner à une maîtrise renforcée de diagnostic ressources dans ces diagnostics réalisés pour les bâtiments qu'on va déconstruire. L'idée étant que, avant que les travaux commencent, en fait, on ait déjà identifié quels seront les produits, les matériaux qui seront réutilisés, pouvoir en faire un catalogue pour pouvoir les mettre sur le marché. Et ensuite, on va décliner en fonction d'un mode de traitement du déchet du plus vertueux au moins vertueux. Eh bien, on va accompagner les acteurs pour que le schéma de gestion des déchets permette un bilan de valorisation à la fin de l'opération intéressant et motivant. Alors, Voilà. on comprend bien l'aspect un petit peu vertueux de réutiliser des matériaux plutôt que de les détruire. Mais on se rend bien compte dans ce que vous nous dites, je vais chercher ce qui fait mal un petit peu, mais qu'il faut faire un diagnostic, qu'il faut flécher, qu'il faut stocker, qu'il faut démonter, qu'il faut transporter. Tout ça, ça a un coût. Est-ce qu'au final, quand on peut prendre par exemple cette porte qu'on va démonter, qu'on va remettre ailleurs, des fois il va falloir réadapter la construction pour que ça corresponde aussi aux cotes et choses comme ça. Est-ce que ça coûte plus cher, moins cher ? Est-ce que on a des informations là-dessus ? Parce qu'on se doute qu'on a tous envie de revaloriser, mais est-ce que pour autant c'est rentable pour celui qui va réutiliser ces matériaux ?
Alors, on a des stats, en fait, c'est un peu lié à chaque opération. Puisque finalement, en fonction du bassin versant dans lequel l'immeuble se positionne, on va avoir des acteurs qui vont agir sur un flux ou sur différents produits, etc. Et dans des zones un peu plus blanches, voilà, on va pas forcément avoir les moyens de réduire la note. Mais néanmoins, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que il faut accompagner le changement et que de toute façon, ça implique que quand on se lance dans une opération de déconstruction, ou quand on se lance en tant que maîtrise d'ouvrage dans une opération de construction, il faut avoir un mantra. Est-ce que je peux intégrer des produits, du réemploi? Ou quand je déconstruis mon bâtiment, est-ce que je peux effectivement préserver, voilà, des produits et des matériaux pour, les mettre, sur le marché du réemploi. Ça, c'est la première question maintenant qui doit devenir un automatisme pour toutes les maîtrises d'ouvrage, en fait, qui sont les donneurs d'ordre et qui sont responsables des déchets qui sont produits lors, sur les opérations. Donc la question, c'était: «Est-ce que ça coûte moins cher?» Ça coûte pas forcément plus cher. Ouais. Voilà, mais c'est juste que les postes de coûts vont être modifiés. Ça veut dire qu'avant, on appelait son gestionnaire de déchets, on mettait tout ça dans une benne tout venant et on lui demandait, de nous adresser à la facture en fin de mois et donc les déchets avaient été, Mmh. enfouis. Entre-temps, il y a eu un peu de tri quand même sur les chantiers, mais c'était une chaîne de valeur assez courte. Voilà. Alors la problématique, c'est qu'on se dit si on les a enlevés du bâtiment précédent pour les changer, est-ce qu'ils sont quand même malgré tout, au milieu de leur durée de vie, je veux dire, tout aussi performants que ce qu'on aurait pu avoir en neuf? Moi, je vais essayer de vous titiller un petit peu, mais d'un point de vue extérieur, si, bah, attendez, on a enlevé les fenêtres du bâtiment, on va me les mettre sur mon bâtiment qui est neuf, on va m'obliger à utiliser du réemploi. Est-ce que pour autant, les matériaux, ils ont tout le temps les mêmes qualités? Est-ce qu'on a justement une évaluation de la qualité de ces matériaux pour savoir s'ils sont toujours aptes à avoir les mêmes performances thermiques, etc. Ou peut-être même, est-ce qu'il y a des matériaux qui sont plus à même d'être revalorisés que d'autres dans une construction d'un bâtiment, par exemple? D'être réemployé. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui sont plus aptes à être réemployés? Alors, ouais, je vais revenir sur le côté coût et ça va être connecté à ce que vous dites. En fait, il y a peut-être par rapport à ce sujet qualité, en fait, on se rend compte que dans le réemploi, on va réemployer des matériaux de très bonne qualité de base. D'accord. Parce qu'en fait, le matériel, enfin les équipements qui sont de basse qualité, après 5-10 ans de vie, bon, ils sont plus en très bonne qualité. Donc on peut pas les réemployer. Et on va plutôt les envoyer vers la voie du recyclage. Donc ça va être quoi? Ça va être, par exemple, de l'isolant, de la moquette, des choses comme ça? Qui sont peut-être plus Oui, qui seraient plus consommables? ouais, les éléments qui vont être plus sollicités. D'accord. Donc ça peut être très vaste, hein. Dans un bâtiment, il y a plein de choses. Il y a des portes qui, voilà, au bout de 5 ans, ne tiennent plus. Mais par contre, il y a des portes pleines qui vont pouvoir être réemployées ou réutilisées dans une autre fonction. Après, quand on parle de coûts, il faut aussi regarder les différents coûts. Parce que si on regarde que le coût économique, on n'y arrivera jamais. On n'intègre pas dans l'économie l'impact qu'on a sur la Terre. On a déplacé 7 limites planétaires. Il n'en reste plus que 2. Et on sait que là, il y a un problème. Donc, par rapport à ça, il faut qu'on commence à intégrer le coût social et le coût environnemental de nos actions quand on regarde un bâtiment. Et en fait, avec le réemploi, quand on regarde le coût environnemental et social, le réemploi permet de réduire le coût environnemental d'un bâtiment. Parce que, de toute façon, là, c'est dans la loi où quand on vient mettre un matériau équivalent en réemploi, on considère que son empreinte carbone est à 0. Et au niveau social, en fait, quand on vient réutiliser ou reposer un matériau en réemploi dans un bâtiment, c'est un matériau qui a nécessité beaucoup d'actions humaines en termes de curage, reconditionnement, transport. Donc en fait, l'argent, peut-être que souvent, en termes de coût matière, on est à peu près équivalent, avec une qualité supérieure en plus. Et derrière, l'argent qu'on vient mettre dans le matériau, quand on l'achète, en fait, c'est pas dans la matière, mais c'est dans les gens qui sont derrière. D'accord. Et c'est là que c'est hyper intéressant de voir comment socialement on améliore le tissu.
Alors, vous m'aviez fait passer une étude du cabinet BVA Site qui disait qu'il y avait comment dire, un a priori aussi sur la désirabilité des matériaux qui sont employés et qu'il y en a, qu'il y a certains matériaux qui sont justement plus à même d'être réemployés, que ce soit la pierre, le métal, les choses comme ça. Oui, effectivement, on va catégoriser en 4 familles, les matériaux. On va dire ceux qui sont les inaltérables. Ça veut dire qu'un béton, comment dire? Une charpente, et cetera, voilà, c'est du solide, c'est du cossu et donc ça si c'est bien démonté, ça peut être réemployé. Le béton, ça peut être employé, les Ouais, parpaings, bien les dalles, les sûr. choses comme ça? Bien sûr, les sols, On va les en détruire et parement puis on va... on va découper des plaques de D'accord. béton et Ah puis ouais. on va pouvoir un peu les lisser et puis ça va être des pavements, japonais, par exemple, en début Oui, mais ils d'entrée vont ou pas ce genre de être choses. sous le même état finalement Et ben, dans... ils vont être, c'est ce qu'on appelle dans ces cas-là la réutilisation Ouais. ou alors après la sémantique et cetera mais effectivement, Ils vont être transformés, on mais va ils auront une transformer seconde vie. l'usage, on va en D'accord, transformer l'usage, mais du coup, on n'a pas été extraire, d'accord. de la matière première pour refaire un béton, Donc les enfin. inaltérables, On va avoir les altérables. J'avais un petit point sur le Ah, béton, il faut quand même en parler. On a un GT de l'ADEME sur le béton et on est en alors je train suis de... désolée, mais j'étais... moi je vais faire la groupe- novice. Hein. pardon. Il y a un groupe de travail. Bienvenue au podcast des acronymes. Désolé. On a une déformation professionnelle qui n'est pas C'est très ça. bonne. Non, il y a un groupe de travail depuis 1 an de l'ADEME sur le béton, sur le réemploi du béton. Et l'objectif, ce serait carrément de défabriquer les bâtiments préfabriqués ou de découper les éléments Faire comme un de puzzle. structure Ouais. et de les réutiliser en éléments de structure. D'accord. C'est vraiment, on part dans le réemploi du béton. Parce qu'en fait, Comme des c'est pièces détachées d'un immeuble. comme des Lego. Ok. On va juste travailler sur les attaches. D'accord. Et, En fait, penser la fabrication pour déjà faciliter son emploi. exactement, La- c'est ce qu'on parle de mutabilité, hein, C'est ça, ouais, des c'est un peu ça. bâtiments aujourd'hui. La problématique qu'on a, nous, en France, c'est que 70% des bâtiments en béton ou des éléments en béton ne sont pas des éléments préfabriqués. Et alors que dans les autres pays européens, c'est l'inverse. D'accord. Alors, on va juste terminer la petite présentation que Marie-Armelle avait entamée. Donc, les Ouais. inaltérables, les altérables. Donc, il y a Voilà. plusieurs catégories de matériaux. Exactement. Finalement. Donc, dans les altérables, on parlait tout à l'heure de moquette, effectivement. Hein, c'est en fonction du nombre de pas qu'elle a eu. Elle est plus ou moins usée, etc. Donc, tout ça, on fait des études. Vous avez après les matériaux qu'on va appeler sécuritaires, où là, effectivement, on va avoir besoin que peut-être de réassurer. Finalement, Donc, vérifier leur conformité. voilà, vérifier Par leur, exemple, la quincaillerie, des choses comme ça. exactement, et voilà, leur résistance Oui. physique, chimique, etc. Oui, en vérifier que les fonction. propriétés n'ont pas été altérées avec la Exactement. première utilisation. Exactement, et que ça ne mette pas en danger les D'accord. fameuses assurances décennales de l'artisan qui pourrait réutiliser ces produits-là. Et puis après, vous avez les sensibles. Dans les sensibles, effectivement, vous allez avoir, est-ce qu'une cuvette de WC, Oui. finalement, c'est de l'inerte, c'est une céramique, aujourd'hui, ça se décape bien, mais bon, pour autant, est-ce que le nouveau propriétaire Oui. a envie de s'asseoir sur une cuvette de WC Mais qui a c'est été, une transition toute trouvée parce que derrière la possibilité de réemployer, il y a l'envie aussi. Et il y a une étude de l'ADEME en 2021 qui révélait que 77% des Français considéraient important l'impact environnemental de leurs achats et même 68% d'entre eux étaient prêts à payer plus cher pour des produits respectueux de l'environnement. Alors, c'est vrai que là, jusqu'alors, on a parlé des grosses déconstructions, des gros viviers de réemploi, etc., de réutilisation. Mais dans le quotidien des clients, ils vont faire appel à leur petit artisan qui n'a pas forcément accès à tous ces produits-là. Comment un artisan du bâtiment lambda qui voudrait aussi avoir cette fibre de réemploi, de réutilisation de matériaux, alors que ce soit des matériaux démontés, hein, comme vous en avez parlé, mais aussi des matériaux neufs qui, par exemple, étaient commandés en surplus pour un autre chantier. Comment l'artisan du coin, il fait pour identifier les interlocuteurs qui vont lui permettre de réemployer ces matériaux-là? Alors, la responsabilité élargie du producteur, hein, la filière pour le bâtiment, a complètement pensé cette problématique puisque Valobat, comme éco-organisme, a comme mission de mettre en place des zones de réemploi
sur un certain nombre et très important de points de reprise à destination des artisans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est déjà actif dans quelques points de reprise et on continue à développer cette offre-là. Ça veut dire que demain, vous allez dans une déchetterie professionnelle ou dans une collectivité locale qui accepte les professionnels. Vous avez un fond de carton de carrelage qui n'a pas été, voilà, qui reste. Vous avez un rouleau d'isolant que vous n'avez pas utilisé et qui reste. Vous aurez la possibilité de déposer dans ces zones-là ces produits. Et ensuite, une fois que c'est déposé, C'est ça, parce que c'est bien beau de déposer, mais ouais. quand moi, par exemple, je cherche 5 cuvettes de WC à un prix compétitif et dans une démarche de réorganisation, de réemploi, comment est-ce que je peux localiser ces produits et surtout ne pas traverser la France? Parce que là encore, si c'est pour faire venir un transporteur de l'autre bout du pays, ça n'a pas de sens. Non, alors c'est pensé en proximité. Après, je laisse la parole à Sébastien, mais donc une fois que ces zones sont mises en place, on a un contrat avec un acteur du réemploi local et c'est cet acteur du réemploi local qui va venir récupérer, ces matériaux, et finalement, en auditer le réemploi possible ou la réutilisation et ensuite, tout le travail finalement de ces acteurs du réemploi sur un territoire, et Sébastien va le confirmer, c'est effectivement d'informer et de référencer ces différents Oui, c'est matériaux toujours une question d'inventaire au final. Tant qu'on sait ce qu'on a, eh ben, c'est plus facile de trouver et une personne d'information. intéressée. Et D'accord. d'information. Et de modèle économique. Parce que là, si on prend le territoire normand, par exemple, on a un acteur à Rouen, un acteur à Caen, accompagné sûrement par Valobat. Et à Rouen, à Caen, le plateau circulaire reconditionne les WC et les revend. Mais ils sont comme neufs. Hein. Enfin, Un peu comme on peut voir c'est aussi pas pour les sensible. radiateurs en fonte. Je ne sais pas si vous Exactement. connaissez les vieux radiateurs en Ouais. fonte. D'un point de vue personnel, moi j'ai fait des travaux et je cherchais un vieux radiateur. Eh bien, il y a des entreprises qui sont spécialisées, qui démontent les anciens, qui les réassemblent en fonction du nombre d'éléments dont on a besoin pour avoir une puissance qui est adaptée au projet, qui refont l'étanchéité et finalement, la fonte, elle n'est pas refondue, mais c'est testé, c'est valorisé. On a un produit qui est quasiment neuf, mais remis à neuf en fait. Ouais. Un petit peu comme dans les pièces automobiles, on va pouvoir avoir, je sais pas moi, des turbos qui vont être, refaits à neuf, mais sans avoir besoin de nouvelles matières premières pour faire la structure, quoi. Et il y a même des acteurs qui vont partir de ce radiateur et qui vont le transformer et qui vont le transformer en bain d'huile, électrique bain d'huile. Oui, qui vont Alors, changer l'usage, un qui petit peu vont comme tu changer le un disais peu au tout l'usage. début. Et qui vont l'adapter à maintenant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des très grands radiateurs et on va les adapter par rapport à la température extérieure, enfin, aux besoins de basse température par rapport au dimensionnement du Mais chauffage. Mariette, je pense que vous avez aussi tout dit. Ça veut dire que c'est aussi cette filière de réemploi, elle a besoin de se professionnaliser. Parce que c'est plus juste on dépose un radiateur en fonte. Comment on fait en sorte qu'il y ait un usage? Comment on produit, on crée l'usage futur. Et donc ça veut dire que derrière, on doit se professionnaliser, on doit expliquer à un artisan qui est plombier, demain il fait une rénovation dans un appartement ou dans une maison, voilà ce qui est possible. Et c'est tout le travail finalement des acteurs comme les grands chantiers ou comme Oui, l'idée, c'est de mettre en lien les personnes qui ont des intérêts communs. Et exactement. on l'a bien vu, en fait, l'artisanat, il s'inspire aussi de ce que font d'autres domaines, comme on en parlait pour la mécanique tout à l'heure. Mais par exemple, l'agriculture, ces dernières années, c'est vraiment beaucoup orienté vers les circuits courts. C'est-à-dire que la vente directe des agriculteurs aux consommateurs, on estime que maintenant, il y a à peu près 20% des exploitations agricoles françaises qui commercialisent leurs produits en circuit court. Donc ça, ce sont des chiffres du ministère de l'Agriculture. Est-ce qu'aussi, une des bonnes démarches, une des vertus vers laquelle le bâtiment devrait aller, c'est aussi identifier les productions locales de matériaux, je ne sais pas, le fabricant de tuiles locales, le fabricant de panneaux locaux, la scierie. Mais c'est vrai que dans le quotidien de l'artisan, eh bien, tout ça, ça prend du temps de sourcer des fournisseurs. Et c'est des fois plus facile d'avoir un seul interlocuteur qui nous vend tous nos produits qui viennent des 4 coins de la France, plutôt que d'aller chez un, chez l'autre, mais que ce sont des produits en circuit court. C'est l'enjeu du coup de grands chantiers. On veut développer une filière bâtiment sur l'axe Seine et on se rend compte que pour proposer une réponse un peu globale,
Donc là, on est en phase de concertation. On réunit tous les acteurs différents de la filière, hein, pour pouvoir comprendre un peu les enjeux, les freins et essayer d'offrir des solutions. Et là, on se rend compte que sur le territoire havrais, on n'a pas d'acteurs. Et pour se connecter aux artisans, on va lancer une étude pour comprendre le besoin et voir comment on peut connecter tous ces acteurs. Mais c'est vraiment tout le monde, quoi. C'est les artisans, les collectivités, les gros donneurs d'ordre, les gros déconstructeurs, pour vraiment massifier les choses et mettre à dispo. Et après, en fait, il n'y a pas le juste dire. En fait, on se rend compte aussi qu'il faut il y a un gros problème d'assurabilité et de bureau de contrôle. Et c'est la même chose chez le particulier. Et l'artisan, il ne va pas se lancer sur des matériaux où il n'a pas confiance. L'artisan et le client non plus ne fera pas confiance. Si dans le devis, on voit... pas de décennale, par exemple. C'est ça. Est-ce que l'artisan, quand il va faire son devis à son client en disant « je vais vous mettre des cuvettes de WC, mais alors vous allez voir, à son vintage, normal, elles ont 40 ans », est-ce qu'il n'y a pas aussi une perte potentielle de confiance? Est-ce que ça ne serait pas aussi un frein pour les artisans qui, des fois, veulent proposer du réemploi à un coût qui, mine de rien, ne sera pas forcément significativement plus bas parce que l'artisan, il va devoir faire justement un trajet spécifique, la collecte aura coûté de l'argent, la remise à neuf de ce matériau aura coûté de l'argent. Est-ce qu'au final, le client, légitimement, il ne se dit pas « mais attendez, moi, ma maison, je la fais pour aussi vivre toute ma vie ». Est-ce que ça ne serait pas plus logique de prendre quelque chose de neuf et de repartir pour 40 ans plutôt que d'avoir quelque chose qui va me coûter 80% du prix, mais qui a déjà 40 ans? Encore une fois, il faut changer. Il faut changer de mantra, il faut se dire... Et Valobat, aujourd'hui, est là pour accompagner les acteurs du réemploi. Vous voyez, nous, on vient verser des soutiens à la tonne réemployée. Oui, mais ça s'adresse toujours aux professionnels. Le décideur final, oui, celui qui paye, c'est le client. Donc, comment ce client-là, on l'accompagne, on le rassure? On le rassure parce que l'artisan, il va pouvoir dire entre une cuvette qui a 40 ans mais qui est homologuée et puis une cuvette qui est neuve, sur son devis, il va dire voilà un prix pour l'un et voilà un prix pour l'autre. Parce que finalement, au travers des soutiens que l'éco-organisme Valobat va pouvoir donner à l'acteur de réemploi qui va s'adresser finalement aux artisans, eh bien, le choix est donné à l'acheteur, à la maîtrise d'ouvrage. Et est-ce que du coup, un des critères, ce serait pas de se dire que finalement, il y a 40 ans, ce qui était fait était parfois de meilleure qualité sur certains produits, que c'est pour ça qu'ils sont durables, alors que peut-être des produits fabriqués maintenant auront peut-être une durée de vie moins longue? Il faut travailler sur la vision, et je rejoins Marie-Hélène. Oui, parce que l'idée, c'est que... on va prendre l'exemple de la brique belge. La brique belge, les Belges, ils préfèrent la brique ancienne que la brique neuve. Oui. Ça m'étonne pas. Et c'est une question de mentalité. Alors que la brique ancienne, il y en a qu'on s'entend. Là, on a plein au Havre, on a quand même beaucoup de bâtiments en briques qui vont se faire déconstruire. Cette brique-là, on pourrait la réemployer. Mais les gens, dans leur imaginaire, préfèrent de la brique neuve. Donc, il y a un vrai travail. Et pour rassurer les gens, on se rend bien compte qu'il faut faire de la caractérisation, garantir le produit, et de se dire que derrière, l'installateur, il a une assurance. Et que tout le monde est OK pour dire au client, c'est bon, ça va marcher, ça va tenir 40 ans. Alors, l'installateur, il va avoir une assurance, mais si par exemple, moi, en tant qu'artisan, je pose un matériau qui est réemployé et je constate un défaut, est-ce que là aussi, moi, derrière, j'ai une garantie auprès de la personne qui m'a fourni ce matériau réemployé? Oui, si on prend l'exemple des toilettes, il y a un acteur qui... Ça sera vraiment la thématique, le fil rouge de cette émission. C'est souvent la thématique. Mais parce que c'est un matériel ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Exactement. Et vendredi dernier, dans cette discussion toilette, une fois que c'est utilisé une fois, des toilettes, une fois que c'est utilisé une fois, c'est réemployé. Hein. C'est ça. Vrai, on est toujours dessus. Plein de gens passent. Voilà. C'est une utilisation perpétuelle. Donc, en fait, au final, on est toujours sur un matériau qui est inerte et qu'on peut récupérer facilement. Et là, il y a une filière qui s'est lancée où on est capable le Cycle Up est allé au bout de la démarche et vend des toilettes chez Leroy Merlin. Un kit avec une assurance. Donc, on se rend bien compte qu'on est capable de ramener des produits à un niveau du neuf ou dans des lieux où on ne rencontre que du neuf. Et c'est là tout l'enjeu, en fait. C'est de réintroduire le réemploi chez les distributeurs au maximum pour que les gens puissent avoir le choix, et les artisans, d'avoir accès à ces matériaux en réemploi. D'accord.
Oui, en fait, ce qui va être important là pour changer, la mentalité, c'est, il faut pas être dans le devoir, mais il faut donner un sens à pourquoi je réemploie. Peut-être parler de seconde vie, parler, vintage pour les toilettes finalement on dit ça a 40 ans, mais 40 ans, maintenant si vous dites que c'est un modèle vintage, bah, déjà ça a pas la même, voilà, il faut faire un peu de marketing, hein. On est dans un monde de marketing, bah, allons-y, ne soyons pas nobles au-dessus de enfin voilà, utilisons les outils d'aujourd'hui. Sébastien le dit, on vous commencez à avoir quand vous allez chez des distributeurs, vous commencez à avoir, les étals de seconde vie, bah, ça commence à fonctionner. Ça veut dire que, bah, vous êtes l'artisan et puis, vous êtes aussi, celui qui commande le travail à l'artisan et puis vous allez, avec lui, visiter, dans le distributeur, voilà, du coin et vous voyez cet espace seconde vie et donc tout ça, ça permet effectivement, d'évoluer et tout n'est pas une question économique, mais ça peut être aussi Mais une si ça question coûte plus cher, ça peut être un frein. eh ben, oui, mais en C'est fait, logique, hein, c'est logique. qu'est-ce qui coûte plus cher? Est-ce que c'est l'enveloppe globale? Elle n'est pas forcément plus chère. En revanche, c'est, quand je dépose quand je mets en place un chantier, je vais le mettre en place différemment. Voilà et la chaîne de valeur, elle est pas forcément plus importante. D'accord. Donc dans les décideurs, on l'a vu, hein, il y a le client final particulier, mais il y a aussi beaucoup de marchés, notamment quand on parle de gros bâtiments à construire, qui sont les collectivités locales. Est-ce que dans les marchés publics, ce critère de réemploi, de circuit court, est-ce qu'il prend de plus en plus de place dans les appels d'offres de votre expérience? Oui, il commence à prendre de la place et il y a pas mal d'expérimentations donc le réemploi est en option et là, ça commence à s'inverser. C'est-à-dire que ça va être coté quand une entreprise va proposer ça, ça va lui rapporter plus de points dans l'évaluation par la commission alors, d'appel d'offres? même, en fait, il y a même des contraintes réglementaires où, en fonction des niveaux d'exigence qu'on veut atteindre, on est obligé d'intégrer du réemploi. D'accord. Par rapport à un nombre de l'empreinte carbone par mètre carré du bâtiment, par exemple. On va être obligé en fonction des matériaux choisis, bah, si on a des matériaux qui sont trop polluants, bah, le maîtrise d'œuvre va proposer du coup des matériaux en réemploi à côté parce que l'indice est à 0. Donc ça va permettre d'atteindre l'objectif. Après, pour revenir à la question d'avant sur l'imaginaire, il y a le côté, le coût. Il y a je pense au hangar 0, qui est l'un des plus gros chantiers en termes de surface, en termes de réemploi. On est sur 75% de réemploi. Ça Donc coûte le beaucoup. hangar 0, c'est quoi? Du Alors, coup, c'est un endroit qui c'est se un trouve au Havre? laboratoire qui se situe au Havre, qui a été récupéré par les citoyens, et c'est un laboratoire d'expérience sociale et environnementale où on a décidé de construire avec. L'idée de départ, c'était 100% de réemploi, fait par tout le monde. Et ça. Bon, on a embauché quelques salariés. Il y a des bénévoles qui viennent aider, partager leur savoir-faire pour construire. Et on se rend compte qu'on arrive quand même à 75% de taux de réemploi. On arrive à plus de 90% en géobiosourcé. Parce que l'économie circulaire, c'est aussi ça, c'est aller collecter les matériaux à disposition et tout ce qui est paille, roseaux, Oui, c'est ça, les Havre, isolations par la paille, des choses comme ça. le chanvre, chanvre, ouais. la terre. Et la terre, bah là, on se retrouve avec et le bois potentiellement qui est proche, bah, on se retrouve avec beaucoup d'éléments qui nous permettent de construire une maison à bas coût. La paille, construire des murs en paille, ça coûte pas cher du tout. Et c'est vrai qu'en plus, ça génère des emplois, parce que les dernières années, l'isolation des maisons en paille, etc., a vraiment subi une forte demande, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une offre suffisante. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui étaient intéressés par ces projets-là et qui ne trouvaient pas les bottes de paille à la bonne dimension pour isoler leurs murs, parce qu'en fait, ça ne se faisait plus. Et donc, ça a encouragé aussi pas mal d'agriculteurs à reprendre des vieilles batteuses pour faire des bottes qui étaient de la bonne dimension, qui correspondaient à la demande. Et il y a l'ADEME qui avait fait une étude en 2017 et qui disait que d'ici 2030, l'économie circulaire pourrait créer entre 430 000 et 800 000 emplois nets en France. C'est considérable. Non, mais c'est certain, en fait. C'est certain parce qu'il faut repenser des produits en proximité. Il faut regagner du sens voilà, dans la manière dont on achète, dont on produit, changer sa façon de etc. faire. Exactement. Attention quand même, et là, je vais peut-être du coup passer du réemploi au recyclage, c'est que ces biosourcés, ces matériaux biosourcés, attention à bien les concevoir pour quand on va aussi penser au démantèlement du bâtiment. C'est-à-dire que n'enchevêtrons pas trop. Pas trop de mélange. Pas trop de mélange.
Faisons plutôt des couches qui se superposent plutôt que d'entremêler des... Un peu comme disait Sébastien, Voilà. déjà penser la conception pour pouvoir penser la déconstruction et le réemploi. Exactement. Bah, faut qu'on, en fait, le pétrole a permis de construire en mode complexe, d'avoir des matériaux complexes où on vient mélanger plein de matières, qui fait qu'on ne peut plus, même des fois, le recycler. Ouais. Je pense à des volets roulants en alu avec du polyuréthane à l'intérieur. Ok, c'est isolant. Oui, c'est mais, trop mélangé, comme tu Ouais. disais tout à l'heure. C'est et on ça. peut plus recycler. Donc on n'a que le réusage ou sinon c'est l'enfouissement. Les pales d'éoliennes, là, on a des constructeurs de pales d'éoliennes sur la zone portuaire. Typiquement, on peut plus les enfouir. Donc là, on est en train d'essayer de les incinérer en petites doses dans des gros fours. Il va falloir plutôt les utiliser comme mobilier urbain et peut-être d'autres C'est choses. ça, quoi. comme tu Plus disais, des les tuiles utiliser ou des- en banc, en public, en choses banc comme ça. public, abri Ouais. pied d'immeuble, en tuiles. Il y a des projets. Oui, où parce on que peut malgré refaire tout, des ils vont tuiles. avoir des propriétés qui vont rester, qui vont pas s'altérer. Mmh. Ok, Ça très bien. prend pas le feu. Alors tout à l'heure, justement, Sébastien, tu disais qu'il y avait une obligation réglementaire de réemployer. Est-ce qu'il y a une obligation réglementaire aussi de penser à cette déconstruction déjà ou pas encore? Il y a pas d'obligation réglementaire de réemployer. Il y a une incitation à avoir 2% de réemploi en 2025 et 5% en 2028. C'est des objectifs. C'est des objectifs, ils sont non contraignants. Donc derrière, voilà, on en est très loin. Bah, c'est l'objectif de la REP PMCB, hein, produits et matériaux de la construction du bâtiment, donc la Un acronyme de responsabilité plus à votre élargie collection, chers auditeurs. du producteur, c'est que on soit à 4% de taux de réemploi en 2027. Mais alors, du coup, je rebondis sur la question qui était finalement plutôt la question liée à l'éco-conception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un fabricant, quand il conçoit son produit, il est intéressant pour lui que de réfléchir en éco-conception, puisque depuis mai 2022, on a une obligation pour chaque metteur sur le marché de produits du bâtiment à adhérer à un éco-organisme. Cet éco-organisme, en fait, prélève ce qu'on appelle une éco-contribution sur chaque matériau en fonction de sa typicité, De sa de complexité sa du réemploi. complexité, etc. Et c'est ces éco-contributions qui permettent à Valobat de mettre en place des À Valobat soutiens et du coup à d'autres organismes, j'imagine que vous n'êtes pas les à seuls sur Valobat le... et les Voilà. autres éco-organismes agréés par l'État, oui. Ça permet aux éco-organismes et donc à Valobat de financer pour partie le réemploi dans le bâtiment et tous les canaux de reprise des déchets triés et leur valorisation. Donc, cette éco-contribution, les textes ont prévu qu'elle soit modulée en fonction de l'aspect vertueux du produit. Ça veut dire que plus le produit est éco-conçu, c'est-à-dire plus il va réintroduire Plus il aura un impact environnemental faible aussi. exactement une empreinte carbone faible, eh bien plus cette éco-contribution sera moindre. Et en revanche, les produits les moins vertueux mis sur le marché, eh bien, auront une éco-contribution C'est plus le principe forte. du producteur pollueur-payeur. Exactement. Exactement. Donc en fait, Donc c'est c'est important. préfinancé, c'est-à-dire que plus il y a des choses qui sont produites et qui sont contraignantes à réemployer, plus on a des financements qui vont aider justement à anticiper ces phases de collecte et de réemploi. Alors, on va conclure pour s'adresser à toutes les entreprises qui ne seraient pas encore au fait des possibilités, des canaux de formation aussi, parce que pour savoir comment réemployer, peut-être qu'il y a aussi des formations qui sont proposées ou des bonnes pratiques. Est-ce que Sébastien, toi, tu as un conseil à proposer aux petites entreprises, aux grandes entreprises qui voudraient s'améliorer dans ce domaine-là pour leur futur chantier? Alors, je parlerai pour mon territoire. Je pense qu'il faut se rapprocher de son syndicat, ou la FFB, la CAPEB, qui sont, moi je les vois au sein de grands chantiers, qui vont pouvoir communiquer. Et parce qu'il faut qu'on se structure tous ensemble pour comprendre le besoin et que derrière on puisse mettre une solution commune sur chaque territoire. Moi j'imagine que dans 15-20 ans, là on a un maillage déchetterie pour collecter et recycler, qu'on ait un maillage réemploi en fait, des maisons du réemploi qui permettent que des gros faiseurs comme des petits faiseurs, des artisans, de remplacer le point P par le point R, quoi. C'est le point du réemploi et on est bon parce qu'il est là le sujet en fait. C'est que les matériaux on en aura beaucoup moins et la chaîne on en aura beaucoup moins, donc il faut aller
il faut se structurer ensemble C'est pour ça, mais il faut s'assurer d'avoir les avoir les matériaux sur bons le territoire. interlocuteurs pour être bien guidés, bien fléchés et qu'on ne s'épuise pas à trouver des réponses à des questions. Et toi, Marie-Armelle, un conseil pour ceux qui voudraient s'améliorer dans ce domaine? Mais bien évidemment, il faut qu'on forme. Donc, il faut qu'on aille voir les jeunes là, qui sont en train de se former, qui seront les constructeurs de demain ou qui seront les maîtrises d'ouvrage de demain, les donneurs d'ordre. Il faut leur expliquer que ça fonctionne. Il faut avoir des démonstrateurs. Avoir des showrooms de Voilà, l'emploi. exactement, et leur expliquer que c'est possible, que ça se fait. Voilà, il faut pas avoir de freins et si on a des freins, eh bien, il faut venir interroger ceux qui savent faire et ceux qui ont déjà fait et puis s'il y a vraiment d'autres freins, eh bien, c'est le collectif qui permettra, finalement, d'aboutir à des solutions. Mais former les jeunes et puis les moins jeunes, hein, aussi, hein, parce que finalement, Il n'est jamais voilà. trop tard C'est pour tout changer ça, ses c'est pratiques. société. Il faut faire société sur ce sujet-là et puis on va y arriver, quoi. Eh ben, merci Voilà. pour ces bons conseils et puis pour votre expérience, votre expertise. Sébastien, Marie-Armelle, j'espère que vous êtes abonnés tous les deux au podcast des meilleurs artisans de France RMC. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le faire tout de suite, hein. Absolument, on va se réécouter, non? c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, si c'est votre cas aussi, pensez à vous abonner. Vous allez comme ça pouvoir être alerté des prochains épisodes qui vont sortir. On a au total une quinzaine d'épisodes avec des thématiques toutes différentes sur l'artisanat qui, je suis sûre, vont vous intéresser. En attendant la prochaine parution, je vous dis à très bientôt. Merci à vous deux. Au revoir. Merci. Merci.